Salut à tous, bienvenue pour le troisième épisode des podcasts de Noël. Donc après le Sporting et Benfica, cet épisode sera consacré donc à deux autres clubs qui ont été engagés en Coupe d'Europe cette saison, le Sporting Club de Braga et le Vitória Sport Club, club de Guimarães. Un podcast aux couleurs du milieu, vous l'aurez compris. Et donc pour m'accompagner, donc on a deux nouvelles recrues, deux nouvelles têtes pour notre podcast et notre émission de Golasso. Donc j'ai Thomas Moraes, supporter du Vitória Sport Club, pardon. Thomas, comment tu vas? Impeccable, très content d'être ici. Et avec moi, j'ai aussi Maxime Oliveira, sympathisant du Sporting Club de Braga, on va dire. Maxime, comment tu vas? Ça va très bien et toi? Bah, super, merci les gars d'être présents aujourd'hui, ça me fait très plaisir de parler avec vous pour ce podcast qu'on espère sera complet, précis et correspondra aux attentes de nos auditeurs. Donc au programme, ben voilà, comme pour Braga, que pour Benfica et pour le Sporting, donc on va revenir sur le bilan, sur ces 4 mois de compétition. Pour Braga, on va aussi parler un petit peu donc, de l'information qui a beaucoup fait parler la semaine dernière, c'est le limogeage de Ricardo Sapinto et l'arrivée du très très jeune entraîneur en sergent de Braga, Ruben Amorim. Donc voilà, on va faire un bilan, voir quelles seront aussi les perspectives, qu'est-ce que serait au final une saison réussie pour Ruben Amorim à la tête du Sporting Club de Braga. Et ensuite, on passera bien sûr pour notre autre club engagé en Coupe d'Europe cette saison, qui a malheureusement été éliminé en phase de poule, mais nous a fait grâce de grandes performances. Et donc on va y revenir avec Thomas et Maxime sur quel est le bilan d'Ivo Vieira, lui qui a succédé à Luis Castro à la tête du Vitória. Qu'est-ce serait une saison réussie à la fois pour cette saison mais aussi à court, à moyen long terme de la nouvelle direction qui est arrivée l'été dernier, on va en parler rapidement. Et enfin on fera pour les deux clubs un top flop sur ces 4 mois de compétition. Donc la première partie ça va être sur le Sporting Club de Braga qui est actuellement 8ème du championnat, éliminé en Coupe du Portugal il y a 2 semaines face à Benfica à l'Estade da Luz, 2-1. En demi-finale de la Coupe de la Ligue par contre, demi-finale qui se jouera face au Sporting fin janvier, et bien sûr 16e de finale de Ligue Europa, la continuation du beau parcours du Sporting Club de Braga en Ligue Europa. Mais ça n'a pas empêché Ricardo Sapinto de se faire virer la semaine dernière par Antonio Salvador, qui a donc choisi Ruben Amorim, l'entraîneur de l'équipe B, qui était là seulement depuis septembre dernier. Donc j'aimerais commencer par toi, Maxime. Quel serait ton premier bilan sur ces 4 premiers mois de compétition? Est-ce que tu as compris le limogeage plutôt de Sapinto, et voilà, qu'est-ce que tu as en pensé de ces 4 premiers mois de compétition au niveau du club rouge et blanc? Mais comme tu l'as expliqué, on a eu un Braga, en fait, une équipe à deux visages qui a été impressionnant en Europa League, qui a fini premier dans un groupe extrêmement relevé, avec des victoires de prestige, donc face à Wolverhampton et Besiktas. Et d'un autre côté, un championnat qui était beaucoup plus à la peine, qui était perdre à Aves contre le Paços de Ferreira, même à Setúbal. Et donc, ouais, tu l'as dit, 8e, 18 points. C'est un bilan famélique pour un club comme Braga. Donc, l'éviction de Sapinto, elle est normale. Le club doit se relever. Donc, le choix de Ruben Amorim, c'est un choix osé, on va dire. C'est un entraîneur qui a très peu d'expérience, qui est très très jeune, 34 ans. Mais bon, il arrive de l'équipe B, il connaît le club. Donc, c'est un pari à tenter. Et pourquoi pas. Thomas, est-ce que toi qui suis le championnat portugais, qui suis le grand rival bien sûr, est-ce que tu as quelque chose à dire? Est-ce que ça t'a choqué de voir le rival au final se séparer d'un entraîneur qui au final avait fait de si bonnes performances en Europe et qui au final n'est qu'à 3 points de Vitória qui est cinquième et à 6 points de la quatrième place occupée par Famalicão? Bah alors moi je pense que ce qui lui a porté préjudice, c'est surtout en fait le contraste entre la Ligue Europa et le championnat. Les 6 bons matchs en Ligue Europa et après c'était pas forcément des si mauvais matchs en fait en championnat, mais je pense que même toi tu l'avais déjà dit en termes d'efficacité, c'était pas forcément le top cette année en championnat comparé à la Ligue Europa. Il y a des choix que j'ai pas trop compris, notamment Trincão, qui pour moi devrait jouer tous les matchs parce qu'il a un talent franchement qui est extraordinaire et il pourrait être largement titulaire même dans les trois grands du championnat portugais. Donc je, je comprends le choix, surtout que je pense que Ruben Amorim derrière pourra faire du très bon boulot vu qu'il connaît pas mal la maison. Mais j'ai trouvé ça un peu dur pour Sapinto quand même.
Ah bah je suis à peu près d'accord avec toi sur ça, Pinto. C'est vrai que les résultats en championnat sont ça se joue surtout voilà sur le fait que tu as battu des records historiques en Ligue Europa avec voilà, ces 15 points, sur ce fait d'avoir jamais marqué autant de buts, voilà, t'as pas autant de buts en phase de groupe, donc voilà, c'est le genre de petits résultats qui font certes plaisir, mais au final tu as aussi battu des résultats historiques de des mauvais résultats historiques en championnat. Jamais Braga n'avait eu 18 points au bout de 15 journées de championnat, 14 journées de championnat depuis que Antoine Salvador est arrivé. Il est arrivé en 2003 à la tête de Braga. Donc voilà, je trouve que c'est vrai qu'au final, il n'y avait pas autant d'écart que ça en haut du championnat avec Guimarães et Famalicão, que c'était rattrapable, mais au final, c'est le choix du président que je peux comprendre et ne pas comprendre au final. Je me dis que il aurait pu au moins attendre la fin de la saison, parce que je pense que Sapito n'aurait pas survécu à une deuxième saison vis-à-vis que les supporters au final ne l'auraient pas accepté, parce que voilà, Sapito n'a jamais vraiment été accueilli par les supporters de Braga. Et donc une deuxième saison, ça aurait été très compliqué. Après, oui Thomas? Alors, excuse-moi d'intervenir, mais je pense qu'il souffre encore de sa mauvaise image aussi. Oui, bah, je pense qu'il souffrira toujours cette Un peu, mauvaise image hein. ouais, voilà, il souffrira toujours cette mauvaise image au Portugal, j'ai l'impression. Même quand Ouais. c'était même à Belenenses, quand il était revenu en 2015, il avait aussi qualifié Belenenses en Ligue Europa et au final il s'était aussi fait virer très rapidement. Donc ouais, il y a aussi cette mauvaise image et au final il y a cette image aussi d'entraîneur qui serait là aussi que pour un coach très au contraire de tactique, quoi, vraiment plus sur le caractère. Au final, on a vu quand même certaines choses intéressantes au niveau du jeu, mais que ça s'est jamais traduit au thème en final en championnat. Alors c'est vrai qu'il y a eu un énorme manque d'efficacité qu'on a souvent répété dans les émissions quotidiennes de Golasso, mais au final, c'est vrai que quand ça se répète sur 6-7 matchs face à des petites équipes, bah forcément, à un moment, tu te retrouves avec un score de points au bout de 14 journées qui est famélique, qui au final qui est pas irréversible bien évidemment, mais c'est juste voilà le fait d'avoir été aussi mauvais en championnat et surtout face aux deux derniers qui sont quand même notamment les deux défaites face à Aves et Passos qui étaient les deux derniers à tour de rôle quand Braga les a affrontés et au final ça s'est transformé par des défaites et ça a bien sûr au niveau de sentiment de honte vis-à-vis des supporters et vis-à-vis du président qui a sûrement engendré ce limogeage. Comme tu l'as dit, et je me permets d'intervenir sur les deux matchs face à Aves et au Passos, donc deux défaites 1-0. Et Ouais. sur ces deux matchs, j'ai regardé tout à l'heure, j'ai revérifié les stats, et Braga n'a subi qu'un seul tir cadré pendant ces deux matchs. Un tir cadré, un but. Et il y a eu un manque donc criant d'efficacité dans les deux surfaces, quoi, que ce soit défensive ou offensive. Et après, bon, ils n'ont pas su réagir et avoir ces talents offensifs pour égaliser et même aller remporter ces matchs. Mais si on veut trouver des petites circonstances atteignantes à Ricardo Sapinto, ce serait peut-être ça, ce manque d'efficacité et peut-être de chance aussi. Oui, tout à fait. Oui, Moi, je suis complètement d'accord. ah ouais, c'est vrai que Je suis Vas-y, toi. Bah, moi, je suis complètement d'accord parce que, en plus de ça, c'est qu'il va encore gagner le derby contre nous. Ouais, mais d'une façon très Et différente au final. C'est-à-dire que si tu te Mm. souviens de ce derby, on vous laisse le ballon. C'est-à-dire qu'on Exactement. on essaie on essaie de contrer le modèle de jeu de Vieira qu'il a mis depuis le début de saison, et au final c'est ça qui a Mm. marché, et au final sur ce match-là, Guimarães avait été assez inoffensif, et Braga au final avait été très, comment dire, très Très réaliste, efficace. très Ouais, efficace, très comme en réaliste. Ligue Europa au final. Ça avait été un match de Ligue Europa au final, parce que deux Mm. équipes de Ligue Europa, et Braga aussi, que ce soit en Ligue Europa, ça a été ça, ça a été face à des équipes qui n'ont pas défendu, sauf le Slovan Bratislava lors du match aller, qui avait défendu très bas et qui avait obtenu le match nul, et au final on avait eu un peu le même contexte qu'en championnat, et ça s'était traduit par une non-victoire de Braga. Donc ouais, je suis tout à fait d'accord, notamment sur ce match face à Guimarães, où au final, bah, Braga a laissé le ballon dans un match où ils ont dû plus jouer en transition, et c'est là dont les deux buts arrivent sur deux phases comme ça, et face à Guimarães, ça avait plutôt marché, mais c'est face à des équipes qui ont bien sûr défendu beaucoup plus bas, comme Aves, comme Passos, bah, qui au final ont remporté sur leur seul tir cadré, comme l'a dit Maxime tout à l'heure. Mm. Entièrement Euh, d'accord. donc, Ruben Amorim, les gars, qu'est-ce que ça vous inspire? Alors, il a entraîné, donc je le répète, l'année dernière le Casapi en troisième division, qu'il a fait monter en deuxième division. Alors c'est un entraîneur qui a absolument, quoi, qui a seulement le premier degré de diplôme, alors qu'il y a 4 degrés de diplôme pour pouvoir entraîner, quoi, pour avoir toutes les fonctions sur un banc de première division. Il est donc revenu en septembre au Sporting Club de Braga, en équipe B, qui est descendu en troisième division, donc il avait l'objectif de refaire en début de saison
le fait historique qu'il a réalisé la saison dernière. 34 ans, seulement un an et demi au final d'expérience en troisième division seulement, même pas en deuxième division. Qu'est-ce que ça t'inspire, Maxime? On le compare un peu avec comment dire, le parcours d'Abel lorsqu'il lui aussi est arrivé en équipe B avant de monter en équipe A. Donc voilà, est-ce que cette comparaison te semble honnête ou pas? Et qu'est-ce que ça t'inspire l'arrivée de Ruben Amorim? Ben, on va attendre de voir. On peut pas encore juger. Enfin, honnêtement, j'ai pas regardé les matchs de Braga en troisième division. Tu m'excuseras, Mathieu. Ah, Mais c'est pas grave. il va être, non, mais il va être jugé. On va pas émettre d'avis sur ses qualités de coach, s'il a les diplômes ou pas. Ça se saurait si c'était un bout de papier qui ferait les qualités de quelqu'un en tant que technicien ou pas. Je pense que si on regarde par exemple le modèle allemand, il y a de plus en plus de coachs jeunes, des Nagelsmann, etc. Et l'âge n'intervient pas dans leurs compétences. Donc je ne demande qu'à voir. On a vu dans l'histoire du football portugais que plusieurs coachs, bah, notamment Paulo Fonseca, avaient fait leur classe dans les championnats Ouais, inférieurs oui, bien sûr. et s'en était très bien sorti en première division. Donc pourquoi pas. Il connaît les jeunes. Braga a un très bon centre de formation, donc pourquoi pas s'appuyer aussi sur ça. Thomas, un petit avis? Moi, ce que j'ai bien aimé aussi, c'est la réaction du président Salvador qui a bien défendu son choix. Il a l'air vraiment d'être sûr de lui parce que ça a un peu fait polémique au Portugal. Très Euh, polémique même. ouais, le fait qu'il choisisse un entraîneur comme ça sans diplôme. Euh, après, si Salvador semble aussi sûr de son choix, je pense qu'il y a une raison derrière. Et je pense aussi que c'est dû au fait qu'il y ait des joueurs très prometteurs du côté de Braga. Mais après, Salvador, ces derniers temps, je suis plus autant confiant. Enfin, je sais pas pour toi, mais il fait plus autant de bons choix, je trouve, qu'avant. Bah, au niveau des Alors entraîneurs, après, c'est vrai que ça fait presque 3 ans qu'il n'avait pas de choix à faire au final, parce qu'il avait pris Abel en tant qu'entraîneur de l'équipe première. Qu'au final, le Braga, à une époque, était l'équipe qui prenait toujours l'entraîneur en vogue, mais en dessous d'eux, en fait. Et tu vois, par exemple, l'entraîneur qui aurait été parfait, tu vois, qui aurait été, il y a quelques années, parfait pour Braga au départ de Abel Ferreira, ça aurait été Ivo Vieira, tu vois. Et au final, comme mm, Abel est parti le 1er juillet, donc il est parti beaucoup trop tard, et ben au final, tu t'es retrouvé voilà, avec à prendre un entraîneur limite par défaut, qui était Sapinto. Donc, ouais, mais c'est vrai qu'Abel venait de l'équipe B, que là, tu prends Ruben Amorim qui était aussi en équipe B. Donc, ouais, c'est vrai que au final, c'est pas le choix le plus facile, mais il soutient des choix internes. Euh, Abel n'avait pas montré qu'il était, même s'il avait connu l'équipe B, et donc la formation de Braga pendant presque 2 ans et demi, n'avait pas montré qu'il était le coach qui ferait le plus confiance à la formation, notamment sur le cas Trinquant et Chaz l'année dernière qui a eu très peu de temps de jeu. Voilà, et à Braga, je pense qu'on espère que surtout que Ruben Amorim soit ce coach-là, qui soit enfin le coach qui fera le lien au final entre le centre de formation, le nouveau centre de formation qui est arrivé en 2017 et qui produit de plus en plus de bons joueurs et de très bonnes équipes. Juste un cas, voilà, l'équipe U19 cette année n'a pas perdu un seul match et est premier de son championnat, donc c'est un des symboles qui montre que la formation marche de mieux en mieux à Braga. Mais donc je pense que c'est surtout ça, c'est vrai qu'au niveau des choix, il y en a moins qui sont faits, et c'est vrai que les derniers choix les vrais derniers choix, ça a été José Peseiro, Georges Simão et aujourd'hui Ricardo Sapinto, et c'est vrai que ça n'a pas été les plus grandes réussites au niveau mm. des coachs de Braga, ça je suis tout à fait d'accord avec toi. Donc avec Robin Je Amorim, rebondis vas-y sur Maxime. ce que tu as dit sur la formation. Lors de sa présentation, là, j'ai plus le jour en tête, mais Ruben Amorim a clairement dit à propos de Chadas et Trincao Oui, que c'était des joueurs qui devaient être utilisés et c'est ce qu'il allait faire. Donc ouais, c'est déjà un message positif qu'il envoie à tous les jeunes qui étaient enfin qui étaient même sous-utilisés et sous-exploités dans cette formation de Braga. Et on l'a vu à chaque fois que Trincao est rentré, enfin merde, c'est un crack Ah quoi. oui, Il est c'est trop un fort, crack, il oui, fait la non, mais différence. Pourquoi c'est ne un pas message fort. l'utiliser ou aussi tard? Et donc là, il a clairement dit dès son arrivée qu'il allait s'appuyer sur ces joueurs-là. Après, surtout, si on regarde le jeu qu'il a mis en place en équipe B, donc sur ses 11 matchs, il a entraîné donc 11 matchs, 8 victoires, 2 nuls et une seule défaite. Son modèle de jeu était surtout basé sur un 3-4-3, et au final, on avait besoin surtout de milieux offensifs très, très techniques, en fait, très créatifs. Et au final, on se rend compte que des profils comme Chaz et Nelinkan, au final, c'est peut-être les deux profils avec Ricardo Horta, qui serait le mieux, au final, dans ce qu'il aimerait mettre, dans ce qu'on espère, au final, qu'il mettra. Parce qu'au final, que ce soit au Casapi ou
en équipe de Braga, il a toujours mis un 3-4 en place. Et quid au final des joueurs comme Galeno, qui sont plus des joueurs de côté, mais des vrais ailiers, ou Wilson Eduardo. Donc voilà, bien sûr qu'on attend la réponse. Le prochain match, le premier match de Braga sera samedi face à Belenenses. Donc on verra au final qu'est-ce qu'il mettra. Mais on se rend compte peut-être que ses propos au final sont pas du tout là juste pour seulement dire j'ai envie de faire confiance à la formation, juste pour faire plaisir, mais on va peut-être se rendre compte, au final j'espère, que ce sont peut-être deux profils qui correspondent parfaitement à ce qu'il a envie de mettre en place à Braga. En tout cas, je pense que ça peut que aller dans son sens. Surtout le message qu'il a envoyé à Trinkan et à Chadas, je pense que c'est vraiment pour les avoir de son côté. Parce que franchement, faire confiance à Trinkan, je pense que ça peut être que bénéfique pour lui, quoi. Ouais, je suis tout à fait d'accord sur le tel camp. Voilà, il est sorti de 4 titularisations sur les 3 derniers matchs de Braga et trois très grandes titularisations, même lors du match face à Benfica en coupe du Portugal où Serge Braga a perdu, mais lui a été largement le meilleur joueur de Braga sur ce match-là. Par contre, j'aimerais quand même y mettre une petite réserve par rapport à Ruben Amorim. C'est vrai que c'est un coach qui, au final, qui est très jeune. Moi, voilà, depuis la semaine dernière, on entend beaucoup de comparaisons avec Abel, c'est vrai. Sauf que voilà, Abel était resté 2 ans et demi en deuxième division. Là, Ruben Amorim il est resté 11 matchs en troisième division. Donc voilà, il y a, j'espère au final que ça soit pas trop tôt. Au final, c'est le grand doute qu'on peut émettre, quoi. C'est que ça soit pas trop tôt, parce qu'au final, je pense que c'est un coach qui sur ce qu'il a montré, a beaucoup de potentiel, notamment sur son discours, qui au final est un discours qui s'adapte souvent parfaitement, que ce soit en équipe B ou en équipe A, au contexte qu'il a à faire. Et au final, j'espère que Braga ne va pas perdre un coach à gros potentiel, parce qu'au final, il a lancé trop tôt dans le grand bain. Quelque chose à rajouter, les gars, sur Braga? Non, moi je Non. pense que c'est vraiment ça. Bah après, je sais que je voulais aussi ton avis sur Sapinto. Il a dit avant de partir, il a dit que Galeno, je crois que c'était sur le match de coupe, que le président n'avait pas voulu laisser Galeno et un autre joueur, je crois que c'était Ouais, Bruno Viane, Diogo jouer Viana. la partie. Ouais. Et en fait, j'ai trouvé ça rare parce que ça fait très très longtemps qu'on voit pas enfin qu'on voit un entraîneur à Braga critiquer un peu le président. C'est pour ça que tout à Bah, l'heure j'en venais à ça. c'est vrai que cette info elle est sortie avant-hier donc c'est le même groupe que la CMTV et le journal O Record qui a sorti voilà cette info comme quoi Diogo Viana et Wanderson Galeno étaient sortis faire la fête la veille du match face à Benfica là, donc il y a 2 semaines et que donc Sapito voulait quand même les faire jouer. C'est vrai que ça semblait très surprenant de ne pas avoir Wanderson Galeno qui est comme certes en plus de Trinkan peut-être des meilleurs joueurs au niveau créativité et puissance et donc c'est vrai que c'était surprenant de ne pas l'avoir à la louche. Et c'est vrai que l'information, c'est que Salvador n'aurait pas laissé ces deux joueurs jouer le match. Ça aurait été une punition, tout simplement, voilà, par rapport à ce qu'ils avaient fait la veille. Donc oui, c'est vrai que ça a été soi-disant la goutte d'eau qui aurait fait déborder le vase. Après, il faut quand même prendre avec des pincettes les informations du journal Au Record et de la CMTV. Ils sont sortis quand même des informations ces derniers mois quand même assez ubuesques. Donc voilà, j'ai envie de prendre avec des pincettes, mais si c'est vrai, voilà, c'est la goutte d'eau qui aurait soi-disant fait déborder le vase et qui aurait fait en sorte que Sapinto serait parti quelques jours après, en effet. Je suis d'accord. Euh, Au niveau Maxime, j'aimerais bien savoir qu'est-ce que pour toi serait une saison réussie pour Braga. Est-ce que c'est au final ce sera les 4 premières places, essayer Oui, de rattraper oui, 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 Famalicão? oui. Ce sera Oui, minimum ça? il y a, enfin, s'il y a un objectif, oui, c'est celui-là, c'est avant tout aller chercher l'Europe. Bon, bah déjà économiquement, ce serait un manque à gagner. C'était 3 millions, je crois qu'ils ont touché cette année pour être cette qualifiée en phase de poule d'Europa League. Ouais, plus les victoires, Et c'est arrivé à plus de plus 6 les millions victoires après d'euros. qui Voilà. s'accumulent. Et ensuite, donc voilà, la qualification en 16e. Non, mais au-delà de la qualification européenne enfin, pardon, de l'apport économique de la qualification européenne, c'est surtout un club comme Braga, il pourrait quand même difficilement se permettre de ne pas aller en Coupe d'Europe. Enfin, d'un point de vue image, ce serait terrible, je trouve. Donc, finir minimum quatrième ou cinquième, mais en espérant que soit Porto, soit Benfica Voilà, c'est ça. gagne la Coupe. Et après, bon, bah, tu es en 16e de finale d'Europa League. Bien sûr, si tu peux faire un petit parcours pour redorer un peu l'image de ton club qui vit une première partie de saison contrastée, pourquoi pas, quoi. Face aux Rangers, je pense qu'il y a la place, même si ils ont réussi à bousculer Porto, eux, en phase de poule, et Mhm. ils viennent de gagner le All Firm contre le Celtic.
pense que Braga a les armes pour les bousculer. Ouais, c'est vrai qu'un parcours européen sera toujours bénéfique. De toute façon, rarement Braga a négligé l'Europe. De toute façon, ne néglige pas depuis le Exactement, début de la ouais. saison. Et historiquement, Braga ne néglige jamais l'Europe. Donc même si la saison est un peu plus compliquée, je ne vois pas Ruben Amorim surtout négliger l'Europe pour aller jouer la quatrième place qui au final n'est qu'à 6 points et qu'avec la qualité d'effectif, sachant qu'on n'est même pas encore à mi-championnat, il reste 3 Oui, oui. matchs avant le mi-championnat. Donc, donc non, Non, mais je ne vois tout à pas fait lâcher d'accord l'Europe. avec toi. Mais s'il fallait sortir un objectif, selon moi, pour Braga, c'est de finir européen. Oui, De quelque clairement. Après, manière. voilà, ce serait quatrième ou cinquième en espérant la coupe. Et cinquième, bah, ce serait comme Guimarães cette année, avec voilà, ces 4 tours, ces 3 tours Là, tu préliminaires, commences ta, et tu commences voilà, voilà, tu commences en ta juillet. Donc, saison en fin juillet, quoi. voilà, donc on va en parler Mm. tout à l'heure. Mais ouais, je suis d'accord avec toi, Maxime. 4 premières places, ce serait le minimum. Enfin, on verra avec Guimarães tout à l'heure, parce que Guimarães aussi veut cette quatrième place, donc on verra. Au niveau du Exactement. mercato, il y a absolument zéro rumeur en ce moment. On va pas se le cacher. Donc le mercato commencera officiellement demain, voilà, après-demain. Donc voilà, Ruben Amorim, lors de sa présentation, a évoqué le nom a évoqué qu'il y aurait un joueur de l'équipe B qui intégrerait directement l'équipe A. Il n'a pas donné de nom, donc moi je suppose que ce sera soit Gonzalo Gregorio, son attaquant fétiche, qui l'a traîné du Casapi jusqu'à ici, jusqu'à l'équipe B de Braga, qui est à 13 buts en 14 matchs et qui en troisième division est le meilleur avant-centre, mais après la D3 c'est pas la D1, donc même si c'est vrai que le reproche qui a été fait à Braga, ça a été l'avant-centre, et au final on s'est peut-être rendu compte que Paulinho n'est peut-être pas l'avant-centre quoi, tout seul devant qu'il faut à Braga, ou soit un joueur qui a fait des très très bonnes performances à Braga depuis qu'il est retourné en équipe B. Il était déjà là l'année dernière, c'est David Carmo, formé à Braga, international U19 portugais, qui a Oui, gagné voilà, l'Euro U19 il y a un an et demi, aux côtés de Romain Correa, un genre de Guimarães, Thomas. Et donc voilà, Ouais, je vois. et David Carmo qui a fait d'excellentes performances, qui a montré aussi des qualités au niveau du jeu qui brisquent de plaire, quoi, qui ont plu à Ruben Amorim, donc il n'y a aucune raison qu'elle ne lui plaise pas en équipe A, sachant que c'est un poste, la défense centrale, qui fait défaut à Braga. C'est peut-être le gros point faible. Bah, ce sera sûrement mon flop pour le top flop qu'on va faire maintenant. Donc Maxime, si tu devais faire un top flop, quel serait le top pour Braga depuis le début de saison? Il y en a au moins quelques-uns, je pense, parce qu'au final, la Ligue le Europa a été. top, bah, on en a parlé, mais c'est pas, je vais citer un joueur. Je vais citer Galliano, en fait. Galeno? Ouais, Ouais, ouais. 4 buts en Liga NOS, si je me trompe c'est pas. ça. Franchement, il a fait une campagne européenne. Il était trop fort, quoi. Il met 6 passes décisives. Enfin, C'est ça. c'est incroyable. Meilleur passeur de la Et Ligue Europa. exactement, exactement. Et bah bref, ouais, ce qu'on disait tout à l'heure, on va pas se répéter, mais il manque un peu un profil, un détonateur en fait, et c'est ce qu'il est capable d'apporter sur son côté. Il va très vite, il a une lourde frappe. Enfin, il est en train un peu de confirmer ce qu'il avait montré l'année dernière du côté de Rio Ave. Donc Ouais, totalement. pour moi, c'est une des satisfactions de Braga cette année. Et un flop, bon, il peut. Bah, flop, pareil, on va se répéter, mais enfin, là, les matchs perdus contre Aves, le Paços, Setúbal, enfin, face à ces petites équipes qui, au final, bah, coûtent cher au bilan de mi-saison, quoi. T'es huitième, t'as 18 points, t'en as perdu 9 contre des équipes supposément bien plus faibles que toi. Ouais. Je sais pas si t'en as un, Thomas. Moi, je pense que le top, bah, je pense que ça saute aux yeux Galeno. Mhm. Ça saute aux yeux. Après, c'est vrai que la fin de saison de la Trincão est vraiment alléchante. Et moi, je rêve d'une attaque Trincão-Edwards dans mon équipe. Mais bon, c'est pas possible. Ça va être dur. Euh, et en flop, je pense qu'en flop, c'est vraiment l'efficacité de Braga qui a fait défaut en championnat aussi depuis le début de saison. Je pense que ça a été le coup fatal de Sapinto. Ouais, je suis Le d'accord. manque de chance. Bah, à part Galeno, j'aimerais mettre en valeur João Paulinho et Nuno Sequeira, qui pour moi sont deux C'est éléments Kepa aussi, ouais. qui sont deux éléments qui sont très très bons depuis le début de saison, qui sont réguliers, et ça c'est heureusement qu'ils sont là, Des valeurs surtout sûres, en voilà, fait. notamment en Ligue Europa. Je parle pas qu'en championnat, parce qu'au final c'est surtout en Ligue Europa que ces deux-là surtout ont fait d'énormes performances. Je pense au match aller face aux Wolves pour João Paulinho, et le match retour face aux Wolves de Nuno Sequeira devant Adama Traoré, où il est loin d'avoir perdu vous savez quoi, donc forcément Nuno Sequeira a fait un très bon match. Et en flop, la défense centrale, pour moi, c'est un problème qu'on a à Braga. Voilà, aujourd'hui, on a une défense centrale, Bruno Viana, Pablo, Bruno Viana, Wallace,
On a utilisé 4-5 défenses centrales depuis le début de saison, il n'y en a aucune qui marche. Donc Voilà, voilà, c'est limité, voilà, hein. voilà, c'est très compliqué. Tu C'est vois, en très plus, limité. surtout Mais là, ton quand. ami Raoul Silva revient, non? Ouais, mais à quel niveau? C'est-à-dire que voilà, j'ai vu ses matchs en U23, parce que lui il est revenu en U23. Voilà, il y a aucune pression, il joue dans un fauteuil, donc c'est dur de juger, mais je rêve qu'il retrouve son niveau d'il y a 2 saisons, la première saison d'Abel donc la saison 2007-2018. Je rêve qu'il retrouve son niveau, ça peut être la solution. Voilà, il y a David Carm qui est aussi gaucher, donc j'ai du mal à voir les deux jouer, mais au final, ce serait bien au moins d'avoir que ces deux-là aient leur chance. Et voilà, et moi, en plus avec la décennie, on se remémore un peu la belle période de Braga cette décennie, parce qu'au final Braga fait une décennie incroyable avec cette finale de Ligue Europa en 2011, et on remarque à chaque fois que les grandes saisons de Braga ont été faites avec une défense centrale hyper solide. Je repense à Willy Boly, Ricardo Ferreira, hein, avec Paulo Fonseca, Alberto Rodriguez Paulin, et Moisés en 2011-2010, 2010-2011. Donc voilà, je pense que Braga aura du mal voilà, dans le futur, peut-être pas pour cette saison-là, parce qu'au final, Braga, s'il finit quatrième, peut finir quatrième avec cette défense, c'est pas impossible. Mais dans le futur, c'est vraiment un point qu'il faudra régler dans les années à venir. Ouais, je Rien à suis rajouter, d'accord. rien à rajouter, les gars? Non, Non, je pense qu'on était bon, moi hein. je pense que vraiment là ce qu'il faut pour Braga c'est que Ruben Amorim il mette en place vraiment son système et qu'il fasse jouer un peu plus la formation de sorte à ce que l'année prochaine il puisse vraiment bien tout entamer avec une tactique bien mise en place et des joueurs aussi déjà un peu rodés. Tout à fait d'accord. Tout à fait d'accord, ouais, surtout qu'au final, il y a quand même une immédiateté de résultat. C'est-à-dire qu'il faut quand même, Braga doit quand même finir quatrième cette saison, donc il a quand même une pression au niveau du résultat. C'est pas il va pas avoir 6 mois totalement dans un fauteuil où il va pouvoir juste tester tout ce qu'il veut. Il y a quand même une obligation de résultat. Mais je pense que c'est pas totalement impossible vis-à-vis de la qualité de l'effectif, qui pour moi est un effectif offensivement qui a énormément de qualité. Donc je pense il a tout à fait les moyens de réussir ces deux choses, c'est-à-dire de commencer à implémenter ce qu'il veut au niveau du jeu pour déjà prévoir la saison prochaine et au moins atteindre le minimum qui est la quatrième place pour Braga. Donc les gars, on va passer à notre deuxième sujet du soir, au Vitória Sport Club, le club de Guimarães, le club de Thomas. Donc juste pour un petit rappel, donc Guimarães actuellement c'est cinquième, c'est à 3 points de Famalicão, c'est une demi-finale de Coupe de la Ligue. Guimarães a donc été dans la poule Benfica et a fini premier de cette poule. Affrontera Porto en demi-finale de la Coupe de la Ligue à Braga. Donc la demi-finale et la finale de la Coupe de la Ligue depuis 2 ans se joue au stade de Braga. Éliminé par contre de la Coupe du Portugal, ça c'est peut-être le point noir d'Ivo Vieira depuis son arrivée, c'est cette élimination c'était pas face au Sintri, c'était l'autre équipe de Sintra. Donc en une équipe de 3ème division en Daniels. 32. Ouais, c'est ça. Et, Ouais. et troisième, donc en 32e de finale de la Coupe du Portugal, éliminé de l'Europa League dans un groupe extrêmement difficile. Et sur Golasso, on a longtemps répété qu'on avait adoré les performances de Vitória face à Arsenal et face à Francfort. Donc Thomas, c'est ton moment, c'est pour Guimarães. Quel est ton bilan sur ces 4 premiers mois de compétition? Et surtout, qu'est-ce que tu as trouvé qu'Eovira a apporté de plus? Il a été dans la continuité du travail qui avait été implémenté par Luis Castro la saison dernière. Alors, tout d'abord, beaucoup d'excitation parce que ça faisait très 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 longtemps qu'on voyait pas on Vitol comme ça offensivement, que ça soit dans le jeu, qu'Ou Vitol puisse jouer voilà, les yeux dans les yeux avec des grandes équipes, donc que ça soit en Ligue Europa ou même un exemple, notre match en Taça da Liga où on fait 0-0 nous Stade d'Arlouge, où le match on mérite largement de le gagner aussi. Je trouve vraiment que c'est ça cette année. La particularité de notre équipe, c'est qu'on a vraiment peur de rien et de personne. Et je trouve que ça, c'est un très très gros point parce qu'on avait souvent tendance à faire des complexes d'infériorité ces derniers temps et on doit pas. On doit pas parce qu'on fait partie des grands et il faut vraiment aller de l'avant et c'est ça que prône la nouvelle direction. Et c'est surtout ça que prône Ivo Vieira parce que Ivo Vieira aussi a un très bon discours au niveau des joueurs qui est aligné. Hein. C'est vraiment le même discours direction et entraîneur, c'est le même discours. C'est on veut un Vitória de Guimarães qui revient au premier plan, que ce soit en Europe ou en championnat.
Parce que ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'avant, au Vitória Sport Clube était même le quatrième grand derrière les trois grands avant que Braga commence à, à déclencher, enfin, que Salvador arrive à Braga et déclenche toute cette furie européenne de Braga. C'est ce que demande le peuple à Guimarães, c'est qu'on retrouve ce côté où on a peur de personne, on peut aller faire des épopées européennes. Et franchement, le jeu cette année, nous doit Fonseca, je pense que c'est l'un des plus beaux, si ce n'est le plus beau spectacle en Liga NOS. Voilà. Je suis d'accord avec toi. Au niveau du jeu, c'est peut-être c'est l'équipe qui. Bah déjà, Rio Vira l'année dernière avec Morelia, c'était une équipe qui proposait beaucoup de jeux, qui a donné beaucoup de mal à Guimarães au final pour finir cinquième. On se souvient que c'était joué à la dernière journée. Le dernier match, Ouais, c'était le dernier match à San Morelia. Donc c'était. Après, on savait déjà depuis quelques semaines que Morelia n'allait pas s'inscrire en Ligue Europa, même s'il finissait cinquième. Donc au final, on saura jamais vraiment si Morelia aurait eu la même motivation voilà, sur la fin de saison en sachant qu'ils auraient vraiment pu aller en Ligue Europa au final. On joue les tours préliminaires. Ce qu'il faut savoir, c'est que Morelia, c'est quand même enfin, ça appartient à Guimarães quand même. Ouais, c'est ça. C'est un peu louche cette fin de championnat quand même. Ah, mais on sait que le Morelia de Cranegouche est c'est pas un village, c'est une ville, mais dans le conseil de Guimarães, donc c'est deux clubs qui sont très proches. Banlieue. Ouais, banlieue de Guimarães, donc ouais, c'est deux clubs qui sont très proches, donc au final on saura jamais. Moi je pense vraiment que si Morelia en tout cas si les joueurs de Morelia savaient qu'ils auraient pu aller en Ligue Europa, parce qu'au final ils savaient depuis quelques semaines déjà avant la fin du championnat qu'ils iraient pas en Ligue Europa. Donc voilà, on saura jamais vraiment si les derniers matchs de Morelia auraient été avec plus d'intensité pour aller chercher cette Ligue Europa. Au final, parce qu'à un moment, Morelia avait quand même pas mal de points d'avance. Maxime, j'aimerais avoir ton avis sur Je vais Guimarães. juste rebondir sur ça, parce qu'en fin d'année dernière, j'avais eu l'opportunité d'interviewer Bilal Awacharia de Ouais. Moreirense, et je lui avais justement posé la question sur est-ce que Moreirense avait été pas démotivé. Il m'avait assuré que non, et je vais encore parler de Bilal Awacharia sur Rivo Vieira. Je vais vous passer une petite citation, donc je cite: c'est un coach qui prône le beau jeu. Il nous demandait de jouer au sol quand on repartait de derrière. Avec lui, il faut construire. C'est un coach qui a une capacité d'adaptation, mais qui garde cette identité forte, bien faire jouer ses équipes. Que ce soit Benfica ou le dernier du championnat en face, il veut gagner les matchs par le jeu. Et ça, c'est une philosophie qui parle aux joueurs. Ah, J'ai retrouvé cette citation tout à l'heure dans mes archives, et elle colle parfaitement au coach qui est Ivo Vieira, et c'est ce qu'on voit cette année du côté de Guimarães, quoi. Il y a eu cette envie de jouer face au gros. Bon, en championnat, ça s'est pas matérialisé. Il y a eu la défaite à Porto, défaite contre Braga, défaite contre le Sporting. On va voir vendredi ce que ça donne contre Benfica. Mais en tout cas, on peut pas lui enlever ça, Ivo Vieira. On ne s'emmerde pas quand on regarde jouer Guimarães, quoi. Ça joue au ballon. C'était déjà le cas l'année dernière. Et là, il continue. Vas-y. Moi, par rapport à l'année dernière, alors en fait, la différence, je trouve, surtout en termes de jeu, et en fait, c'est que jouer à Guimarães, surtout avec les supporters, ils aiment beaucoup que l'équipe aille toujours vers l'avant. C'est-à-dire que si on en marque un, il faut en marquer un deuxième, si on en marque trois. Donc, c'est un peu ce que prône Ivo Vieira, c'est-à-dire qu'on a aussi perdu des matchs et perdu des points en début d'année parce qu'on avait un gros problème sur les contre-attaques où on était complètement déstabilisé défensivement. Je ne sais pas si vous vous souvenez un exemple du match contre Famalicão où on prend un but complètement le but de absurde. Martins, Enfin, ça a été quand même amélioré au fur et à mesure du temps. On est plus en place maintenant, je trouve, en termes de jeu. Mais la différence, c'est qu'avec un exemple, le jeu de Luis Castro, c'était des passes plus à la verticale et on se crée beaucoup moins d'occasions quand même qu'avec Ivo Vieira. Ivo Vieira, et c'est ce qu'adorent les gens en Guimarães, c'est que l'équipe n'arrête pas d'attaquer. On a l'impression que c'est 90 minutes de feu, quoi. Et c'est ce qu'aime l'équipe. Et généralement, c'est vrai que quand il commence à y avoir trop de passes, les supporters s'impatientent énormément dans notre stade. Et c'est dommage parce que Luis Castro, par exemple, avait un très beau jeu, surtout qui démarrait de derrière. Mais ça restait trop dans la verticalité et ça allait pas assez de l'avant. Enfin, c'était surtout les échos qu'il y avait au stade.
Après, j'ai eu l'écho des expected goals. C'est une notion donc voilà, qu'on parle souvent sur Golasso, sur la production offensive. On remarque aussi Mm. que c'est toujours en fin de saison, on commençait vraiment au niveau du travail de Lushka, je trouve qu'on commençait vraiment à avoir un peu plus d'occasions, encore un peu plus de jeu. On a l'impression que les équipes en fin de saison dominaient plus leurs adversaires. Je sais pas si tu as eu le même ressentiment que moi. On avait l'impression voilà, que Vitol était limite, voilà, que ça commençait vraiment à prendre. Au final, ça a un peu pris sur les derniers mois, mais qu'au final, le travail de Lushkash s'est vraiment senti sur la fin de saison. Qu'est-ce Mais que... il est pas. Alors, je suis complètement d'accord avec toi. Et en fait, ça en revient à ce que je vais te dire. Je vous ai préparé un petit truc. Ça peut être super intéressant, même que pour que les auditeurs connaissent. C'est qu'en fait, Louis Cast, il est parti voilà, un peu du jour au lendemain. Ça a toujours été ça le défaut de Vitol Sport Club. C'est que ces derniers temps, notre philosophie, c'est on vit au jour le jour, année par année, quoi. Donc, il n'y a Mhm. pas vraiment de système mis en place pour aller voilà, se coltiner cette quatrième place qu'on recherche et qu'on essaie de récupérer à Braga. Et en fait, pour vous faire un petit trade rapide, en fait, je ne sais pas si vous connaissez Pimienta Machad. Mathieu. Non. Rappelle-moi qui c'est, je sais plus. Attends, j'ai déjà entendu. Alors, Pimienta Machad, ça a été le président du Vitória Sport Club des années 80 jusqu'aux années 2004 à peu près. Ah, Faut savoir. C'était avant Julio Mendes. Exactement, C'est ça, c'était ouais. avant. C'était avant que l'équipe d'Ubital descende malheureusement en deuxième division. Donc en fait, c'était vraiment c'est le président aimé, c'est vraiment le président adoré de tous les supporters d'Ubital Sport Club. Malgré que bon, on pense qu'il y a eu quelques petits, bon, un peu comme au Pinto da Costa, mais derrière tout ça, ça a été un président qui a redoré le blason du Vitol Sport Club. C'est-à-dire que il a quand même créé le complexe sportif auquel il a donné son nom. Il a aussi, on est devenu propriétaire de notre propre stade. On est allé en quart de finale de Coupe de l'UEFA. On a fini troisième de championnat, quatrième de championnat. On a gagné notre premier trophée à Supertas contre le FC Porto. Donc ça a vraiment été un peu l'âge doré du Vitol Sport Club ces 20 années-là, parce qu'il a quand même été président à l'âge de 29 ans. C'est quand même quelque chose de fou. Et donc en fait, il a arrêté en 2004, du jour au lendemain. Et puis là, on a eu deux présidents et en fait, très mauvaise gestion. Vitol qui descend en deuxième division. Euh, on remonte l'année d'après avec Nabil Guidas que certains connaissent. Et on finit même par aller en Fini Ligue des troisième. Champions. Ouais, finissez le troisième en Exactement. 2007-2008, ouais. Et on perd ce fameux match contre l'FC Bâle. Bon, j'invite à tout le monde à revoir le match où c'est vrai que ça a été un sacré vol sur le but de Roberto, sur le match retour, mais bon, on n'en parlera pas. Mais après ça, Julio Mendes récupère en fait au Vitória Sport Club, mais il y avait pas mal de problèmes. Donc en fait, ses mandats, ses mandats ont servi à récupérer en fait le passif du club et donc à stabiliser financièrement le club. Malgré ça, il a quand même réussi à ramener une Coupe du Portugal. Il a quand même réussi à stabiliser le club, on va dire, parce qu'on a fait quand même 3-4 Ligue Europa. Mais même comme ça, en fait, les supporters s'impatientaient parce que on avait encore l'impression que voilà, il n'y avait pas de ligne directrice. C'était un peu flou. Et en fait, là, je ne sais pas si vous avez été au courant, mais donc du coup, il a démissionné du jour au lendemain. Oui, c'est Après l'été dernier, ouais. être exactement. Après avoir gagné en fait les élections face à Miguel Pinto Lisboa, qui est l'actuel président. Et en fait, ce Miguel Pinto Lisboa, ben en fait, qui vient d'être élu, et ben il est suivi et appuyé par donc Carlos Freixo, le directeur sportif, donc qui est l'ancien directeur sportif de Sporting et de la Fiorentina. Neno, le très grand gardien, je pense que ça doit parler aussi. C'est une grande figure de Vitol. Mhm. Et Pimenta Machad. Pimenta Machad appuie à fond ce nouveau président. Donc Et c'est... donc, Vas-y, vas-y. voilà. Je pense que là, tout le monde suit mon raisonnement. C'est que c'est vraiment. Pimenta Machad a même lui-même a dit que, en fait, si Miguel Pinto Lisboa respectait pas ce qu'il avait dit, il a été capable de lui se recandidater pour devenir un nouveau président, D'accord. pour redorer le blason de Vitória Sport Club. Donc, derrière tout ça, c'est quand même quelque chose de réfléchi.
Et Miguel Petrichbo, quand il est arrivé au Vitória Sport Club, il a quand même dit que Carlos Freitas allait être vraiment la grosse pièce centrale du nouveau projet et que ça va être après un développement de la formation du complexe sportif, là où Piment Machad avait déjà commencé à l'époque. Et je pense vraiment qu'il y a une continuité et c'est ça qui m'excite dans ce projet vraiment. C'est que je pense que vraiment là, on a une ligne conductrice. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais même de cette année à l'année dernière à cette année, on a réussi à garder par exemple Davidson, Pedro Henrique. Mhm. Euh, c'est des joueurs qu'on n'aurait pas réussi à garder forcément. Et je pense vraiment que un exemple Marcus Edwards ou d'autres, enfin bon, je suis en train de m'enflammer peut-être un peu, mais je pense vraiment que là on tient vraiment un bon projet pour revenir sur la scène européenne et dans cette fameuse 4e place. Bah, revenir continuellement sur la scène européenne, parce que c'est vrai qu'au final, le Vital avait fait Ligue Europa il y a 2 saisons, on se souvient, en phase de groupe, il y avait l'Olympique de Marseille. Euh, Exact. donc voilà, c'est vrai que on a le Vital, bah après c'est difficile aujourd'hui, parce qu'au final, au Portugal, depuis 3 saisons, voilà, on n'a plus que 5 places européennes, donc au final, la 5e place, t'as l'impression d'aller en Ligue Europa, sauf que t'as trois tours préliminaires à jouer, et au final, Guimarães a super bien joué ces 3 tours préliminaires cette année, mais on sait que c'est hyper difficile parce qu'on sait jamais qui on peut affronter. Braga a eu 2 tours à faire et a quand même dû scotcher le Spartak Moscou, donc on sait jamais sur qui on peut affronter. Et donc ouais, c'est vrai que ça peut aussi c'est aussi lié au fait que c'est compliqué pour le cinquième, si pour les 5e, 6e clubs comme Guimarães, comme Rio Ave, comme même si Braga un jour a un accident, voilà, de se qualifier en Ligue Europa, parce qu'au final 3 tours préliminaires ça peut aussi être très compliqué. Est-ce que j'aimerais revenir au final sur l'émergence d'en fait de Edmond Tapsoba, le Burkinabé, que Maxime Oliveira a aussi interviewé. Quelle coïncidence. Parlons-en. Voilà. Énorme. Au final, j'ai l'impression que Tapsoba, au final, c'est le symbole du Vitória de cette année. C'est le gars qu'on fait monter en équipe B, donc c'était un peu de la post-formation. C'est le joueur au final qui représente au mieux les idées d'Ivo Vieira depuis le début de la saison. Voilà, ça va relancer proprement. C'est un joueur qui a une qualité technique qui a été phénoménale pour un défenseur de son gabarit. On a aussi eu tendance à un peu à souvent dire que qu'il cherchait un petit peu trop le duel en 1 contre 1, et qu'au final parfois que cette transition défensive était un peu défaillante du côté des Vital parce qu'il s'enflammait un petit peu trop sur les duels en 1 contre 1. Donc votre avis, je vais commencer par Maxime qui l'a interviewé. Est-ce que Tapsoba c'est la révélation du Vital cette année? Comme on en a parlé avec Marcus Edwards, oui, enfin, il est impressionnant, Tapsoba. Enfin, défensivement, c'est un. Et il sait aussi se montrer buteur, donc il a un sang-froid phénoménal lorsqu'il est au point de pénalty. Et quand je l'avais interviewé, la première chose qu'il m'avait dit, c'est que avec un coach comme Ivo Vieira et la confiance qu'il lui donnait, il ne pouvait que performer. Et donc, Ivo Vieira a l'air d'avoir un sens du contact avec ses joueurs impressionnant, et il lui rend bien sur le terrain. Et Tapsoba, donc là, a récemment prolongé avec le club jusqu'en 2022, si je ne dis pas de C'est bêtises. ça. Et clause libératoire à À 50 50 millions. millions. Je ne sais Ce qui pas est s'il vraiment rare. partira. Ce qui est vraiment rare, hein. Ça, c'est une des premières fois, Sako et Tapsoba, c'est une des premières fois que Vitol mettent une clause à 50 millions. Ça, c'est la nouvelle direction. Ouais. Par comparaison avec Braga, la clause la plus haute au final, c'est celle de Trincão, elle n'est qu'à 30 millions d'euros. Au final, Braga, c'est Ouais, souvent, c'est pas voilà, grand-chose. c'est souvent adapté à son budget au final, et 30 millions d'euros, bah, au final, ça serait tout le budget de Braga, parce que le budget de Braga est 25 millions d'euros. Donc, ouais, c'est une des critiques qui a été souvent faite à Salvador. Après, c'est un peu compliqué aussi par rapport aux exigences des agents, notamment Trincão, parce que voilà, son passif au niveau de ses contrats a été un peu compliqué ces dernières années. Mais ouais, c'est vraiment une clause de grand club, hein, la clause de Tapsoba. Mm. Mais donc, pour terminer, je pense que Tapsoba, je ne sais pas s'il va rester. Je pense qu'il restera cet hiver, pas l'été prochain, à mon avis. Mais rien qu'avec l'argent que ce transfert va potentiellement générer, Guimarães aura énormément de choses à faire et pourra le réinvestir. Il faudra bien l'utiliser, cet argent. Je ne pense pas que ce sera 50 millions d'euros, mais il y aura quand même une belle enveloppe qui tombera. Et ça viendra récompenser un travail, donc déjà de recrutement, parce qu'il fallait le chercher, hein, il était à l'HOS en 19. Mhm. Mm. Et, et après tout ce travail de post-formation, c'est un diamant brut à polir.
continue à progresser. Si on doit émettre une critique pour Tapsoba, il a peut-être tendance à être parfois un peu à prendre trop de cartons en fait. Mm. Et s'il y a un axe, selon moi, sur lequel il doit progresser, c'est ça, être un peu plus concentré, plus discipliné. C'est vrai que ça lui coûte assez cher des fois sur des matchs où il prend des cartons jaunes. On voit tout de suite, après, il a plus la même manière de défendre et c'est plus aussi rassurant. Mais c'est vrai que par contre, il a une qualité de relance, elle est exceptionnelle. qui correspond parfaitement à ce que Ivo Vieira cherche au final au niveau de sa défense centrale. Ouais, exactement. Bah, c'est ça, c'est exactement ça. Ouais. Yvo Viel prône. Alors c'est pour ça qu'en plus d'ailleurs il y avait une petite brouille. Je sais pas si vous aviez vu avec Pedro Henrique Non, par rapport à ça. Parce que en fait sur un des matchs, Pedro Henrique s'obstinait à balancer des longs ballons devant et Yvo Viel a commencé à s'énerver sur le banc et lui avait retiré le brassard pour lui donner un peu d'entour. Après, c'est vrai que c'est plus le profil de Pedro Henrique de balancer devant, comparé à Tapsoba. C'est pas le même profil. C'est un défenseur très fort, Exactement. très fort défensivement, mais dans le jeu, c'est toujours été un peu plus compliqué. Mais il s'est Euh, amélioré quand même. ouais, c'est vrai qu'il s'est un peu amélioré, c'est vrai. Thomas, quelle serait une saison réussie au final pour le Vital? Ce serait au moins de prendre la quatrième place vis-à-vis de Braga? Ouais. Pour moi, quatrième. Et franchement, vis-à-vis du début de saison de Sporting, bon, après, je veux pas être trop gourmand, mais même la troisième place, je la trouvais accessible. Parce que cette année, je vois pas euh, un club au Portugal vraiment pro. Alors, Benfica, oui, c'est un peu réveillé ces 3, 4, 5 derniers matchs. Porto, je trouve pas ça exceptionnel. Sporting non plus. Donc, franchement, trouver la quatrième, voire même la troisième place, une surprise, pourquoi pas. Bah, j'espère pas, mais je le souhaite pour toi, hein. Bah, après, on n'a plus la Ligue Europa. On n'a Ouais, plus la c'est Ligue vrai. Europa. Et tous les autres clubs la jouent, hein. Donc derrière, bon, et j'espère aussi une finale Braga Guimarães, Vitória na ah oui, Luz. ça, ce serait le rêve, ça. Oh là là, Ça ça serait, c'est ce serait incroyable. Ce serait le match du siècle. La clair. décennie commencera en 2020, ce serait déjà le match de décennie. Ce serait magnifique. Les gars, on a presque fini. Bah, je vais en faire voilà, le top flop. Je vais commencer par voilà, le top pour moi, c'est Tapsoba. Bon, j'adore Edwards parce que c'est vrai que c'est un joueur qui fait rêver, qui a un talent incroyable et c'est magnifique de le voir jouer depuis le début de la saison. Mais Tapsoba, ça reste à un niveau incroyable. Et voilà, c'est la représentation de tout le travail d'Ivo Vieira depuis le début de saison. Donc voilà, mon top ce sera Tapsoba et mon flop, je pense que tu seras d'accord avec moi, Thomas, c'est le poste de gardien. Oh là, Voilà, on parle pas. Jonathan Gardin de Montpellier, qui avait été recruté, qui était en fin de contrat, et qui avait été recruté très tôt. Au final, c'était cassé l'aura. Déjà quand il était encore à Le dernier Montpellier. match. Donc au final, Le dernier match de la saison. voilà le dernier match de la saison. Donc au final, il a jamais, il a toujours pas joué avec Guimarães tout simplement. Et donc au final, voilà, Ouais, on se retrouve toujours avec deux gardiens bon, un gardien historique, mais qui clairement sur la fin, c'est Douglas, exactement. et un Miguel Silva qui a jamais confirmé ce potentiel. Au final, qui est un gardien qui est capable de faire une boulette et de réussir un magnifique Et, arrêt dans la minute. Donc voilà, manque de régularité. Donc voilà, mon flop ce sera le poste de gardien à Guimarães. Miguel Silva, il joue beaucoup sur sa cote de popularité, vu que c'est C'est un ancien, oui, ancien joueur ouais. des Ultras, enfin un ancien supporter des Ultras, ouais, et qui vient de la formation. Il y a beaucoup de supporters qui étaient derrière lui, mais là, on commence à se rendre compte un peu de l'arnaque, quand même. Et votre top flop, les gars? Top flop, bah, vu que vous avez cité Tapsoba et Edwards, moi, je vais quand même mettre un peu de lumière sur Davidson parce que je pense qu'il le Bien mérite. sûr, bien sûr. Oui, il faut. C'est quand même un sacré joueur, surtout il vient quand même, il a un beau parcours, enfin, il a un beau parcours, il vient quand même de Chavez, il arrive chez nous. On parle beaucoup de Marcus Edwards, mais il a quand même, en un contre un, c'est quand même quelque chose, Davidson. C'est- Et moi, je serais pas surpris de le voir partir aussi cet été, en fait. Ouais. Bah, ça ferait 2 ans qu'il serait à Guimarães. Il a été ramené par le Mm. Castres qu'il avait amené déjà à Chaves. Déjà, Mm. Davidson était un joueur qui était au Sporting d'Acovilla, avait éliminé Braga à lui tout seul quasiment de la Coupe du Portugal. C'était le match qui avait dicté le sort de José Peseiro il y a 3 saisons de ça. Donc ouais, c'est un joueur qui pourrait ne pas rester à Guimarães au mercato, pas au mercato d'hiver, je pense pas, mais au mercato d'été prochain. Oui. Ouais, je le pense aussi. Et Maxime? Bah top, Tapsoba, flop, comme tu l'as dit, le poste de gardien qui laisse un peu à désirer. Ouais, on espère. Enfin, je sais pas s'il y a eu des rumeurs sur un possible arrivée d'un gardien. Ça ferait quand même 4 gardiens. Alors,
On n'a pas. Alors, il y a eu une rumeur je crois que c'est le gardien titulaire, mais je crois que c'était de la Norvège, il me semble. Mais Ouais. après, ça, c'est via les réseaux de Carl Schweiter. Le gardien titulaire de la Norvège, ils en ont parlé. Après, ça a été une rumeur, mais on ne sait pas plus pour le moment, en tout cas. Ok. Il y a eu aussi la rumeur Antonio Xavier, le milieu offensif de Tondela, qui est en fin de contrat à la fin de la saison. Exactement. Et Euh, il vient de Vitole en plus, hein. et Il ouais, a fait ça. sa formation à l'école, il est passé par l'équipe de Braga aussi, donc c'est un joueur qui connaît très bien la région. Et C'est vrai. il y a aussi Claudio Ramos, le gardien de. Il y a eu une petite rumeur, je crois aussi, qui lui aussi est en fin de contrat. Donc lui, par contre, ce serait J'aimerais bien. une super Je recrue, vois. une super recrue pour le Vital. Les gars, je pense qu'on a été très complet. Ouais, je pense aussi. Formidablement complet même. Je pense. Ouais, Ouais. Voilà. c'était top. C'est top. C'était top de faire connaître un peu Ah, surtout, nos deux grands clubs. voilà, les deux seuls grands clubs de ce pays. Donc voilà, donc les gars, donc bah, merci à vous, merci pour d'être venus aujourd'hui, Merci à toi pour l'invitation. c'est super cool. On vous attend de nouveau sur les antennes de Golasso. Avec Donc voilà, plaisir. donc ce troisième podcast va s'achever. N'oubliez pas bien sûr de nous suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram. Le podcast est disponible sur YouTube, sur Apple Podcast, sur Deezer, sur toute plateforme de podcast qui existe en France. Voilà, et merci encore les gars, et à la prochaine. Salut à tous. Merci à toi. Ciao.